Pourquoi acheter une voiture électrique d'occasion? Alors, en partie pour les mêmes raisons qui peuvent amener certaines et certains à acheter une voiture électrique neuve. Et la première raison, pour moi, c'est de pouvoir faire le plein chez soi. C'est s'assurer une certaine tranquillité d'esprit en ce qui concerne les recharges. D'autres raisons qui peuvent vous amener à l'électrique, que ce soit neuf ou d'occasion, c'est le confort de conduite à l'usage. On a vraiment un confort de conduite incomparable par rapport aux véhicules thermiques, même par rapport aux boîtes automatiques. On est vraiment sur une souplesse de conduite, un silence à bord qui est sans commune mesure avec les véhicules thermiques, et c'est ça qui est agréable à retrouver dans les voitures électriques, même parmi les plus abordables. Aussi, une autre raison qui peut nous amener à l'électrique, c'est d'avoir un coût d'usage qui soit moindre. Je pense bien sûr au plein de carburant qui sera nettement moins cher, mais aussi aux entretiens qui seront nettement moins dispendieux et moins fréquents. Les pièces d'usure, on les change quasiment jamais sur une voiture électrique. Je pense notamment aux freins. Alors un bémol toutefois, c'est que le coût d'usage d'une voiture, c'est aussi la décote. Et ça, sur les voitures électriques neuves, ça peut coûter très cher. Et c'est là que ça peut devenir intéressant d'acheter une voiture électrique d'occasion. C'est que le gros de la décote des voitures est souvent derrière nous. Et donc on va acheter une voiture en étant à peu près sûr de plus trop perdre de valeur au fur et à mesure du temps et des kilomètres qu'on va rouler avec. Et c'est pour ça que je voulais faire un petit topo là-dessus. Une autre raison aussi, c'est que vous pouvez avoir des aides à l'achat concernant les voitures d'occasion électriques. Il a existé ou il existe, en fonction du moment où vous regardez cette vidéo, un bonus écologique pour les voitures d'occasion. De mémoire, c'était 1000 €. Alors ça, c'est vraiment pas sûr que vous y ayez droit au moment où vous regardez. Mais renseignez-vous si jamais vous êtes en phase de recherche. Mais aussi, et c'est beaucoup moins connu, les collectivités territoriales, je pense aux villes, aux métropoles, aux régions, pourquoi pas même les départements, je suis pas sûr, parce que les départements, c'est pas trop leur compétence, les transports. Il peut exister des bonus locaux, donc renseignez-vous aussi par rapport à ça. Vous pouvez avoir quelques centaines, voire quelques milliers d'euros à gratter de bonus si jamais vous achetez un véhicule électrique d'occasion. Donc là, on a déjà un bon paquet de raisons qui peut nous inciter à acheter un véhicule électrique d'occasion. Et pour moi, la meilleure raison d'acheter une voiture électrique d'occasion, c'est de tout simplement éviter les moteurs PureTech sur le marché de l'occasion. Parce que c'est ça le drame en ce moment, c'est que si vous voulez acheter une voiture abordable sur le marché de l'occasion, vous allez avoir monstre quantité de moteurs PureTech. Le moteur 3 cylindres de PSA Stellantis qui a connu d'énormes problèmes de fiabilité. Et vous êtes sûr que si vous achetez ce modèle d'occasion, vous courez un risque de panne, et de panne qui pourra vous coûter cher. Donc est-ce que ça vaut la peine? Je pense que non. Ceci dit, avant de foncer tête baissée et d'acheter sa voiture électrique d'occasion, quelques pièges à éviter, dont certains qui sont très importants. Je vais essayer d'être le plus clair possible dans les conseils. Le premier point à prendre en compte, c'est votre usage. Si vous faites des longs trajets réguliers avec votre voiture et que vous cherchez une voiture électrique d'occasion à 10 000 €, ça va pas le faire. Vous n'aurez pas d'offre qui existe pour votre usage. Donc là, malheureusement, vous devrez continuer sur du thermique, de l'hybride, du diesel, en tout cas du thermique. Sinon, vous aurez des voitures qui seront trop compromises. Je vous expliquerai lesquelles après. Le plus gros piège que vous verrez sur les annonces de véhicules électriques d'occasion, ça concerne les Renault. Renault a longtemps proposé ses voitures électriques avec des batteries en location. Et il y a beaucoup d'annonces sur Le Bon Coin et les autres sites d'annonces qui ne détaillent pas le fait de si la batterie est intégrée au prix ou si la batterie est en location. Alors il y a d'autres annonces qui vont vous l'expliquer. Moi j'en ai vu qui expliquaient clairement que la voiture était à un achat intégral avec la batterie, ou alors que la voiture était avec des batteries en location et qui expliquaient les différents forfaits, ou éventuellement que la voiture était en location de batterie actuellement, mais qu'il était possible de racheter la batterie pour un certain montant. Donc il existe des vendeurs qui expliquent les choses clairement, mais malheureusement il y en a beaucoup, et malheureusement de ce que j'ai vu, c'est la majorité, qui ne détaillent pas que la batterie sur les Renault électriques d'occasion est en location. Et quand je dis en location, c'est des locations qui sont chères. On est à minima 50 € par mois, et on peut monter jusqu'à 120-150 € par mois. Donc c'est pas une paille, et c'est vraiment à prendre en compte. On y reviendra un peu plus tard dans la vidéo. Autre point important à prendre en compte lorsque vous achetez une voiture électrique d'occasion, demandez le SOH de la voiture. SOH, qu'est-ce que c'est? C'est le State of Health. C'est l'état de santé de la batterie. C'est un document qui vous est donné lorsque vous faites les révisions de votre voiture normalement, et sinon que vous pouvez demander à votre concessionnaire. Et ça vous indique la capacité de la batterie
par rapport à sa capacité d'origine. Par exemple, si vous avez acheté une Fiat 500 fin 2020 et que vous faites une révision là fin 2024, on vous rendra un document qui vous dira, par exemple, que le state of health de la batterie sera de 96%. Ce qui veut dire que vous aurez 96% de capacité de batterie restante par rapport aux 100% initialement présents. Et attention, il ne faut pas avoir peur de ce chiffre. Si jamais vous avez une très vieille voiture électrique sur le marché et que, je ne sais pas, elle a un état de santé de 80%, 70%, il faut pas que ça nous inquiète. Ça veut juste dire la capacité restante de la batterie. Ça veut pas dire que la batterie fonctionne mal, ça veut pas dire qu'elle est en panne, ça veut pas dire qu'elle est moins performante, ça veut juste dire qu'elle a perdu 30% de capacité. Donc il faut en tenir compte. En ce qui concerne l'autonomie annoncée de la voiture, il faut se dire qu'on a perdu 30% d'autonomie et il faut voir si cette autonomie restante correspond à nos besoins. Je dis ça parce que on a toujours cette idée que la dégradation des batteries, c'est un gros problème sur les voitures électriques. À mon avis, non. Je veux dire, la batterie, c'est un élément qui va se dégrader au fur et à mesure de la vie de la voiture. C'est normal. Elle va se dégrader plus ou moins vite, de manière plus ou moins sévère. Mais tant que la batterie reste en bonne santé, elle aura toujours une certaine capacité et elle pourra toujours remplir un certain niveau de service. Si vous avez acheté une voiture pour, je sais pas, 250 km d'autonomie et qu'au bout de 5 ans, elle ne rend plus suffisamment le service pour vous, elle n'a plus que 200 km d'autonomie et ça ne vous suffit plus, il ne faut pas vous dire qu'il faut changer la batterie. La voiture, elle est en très bon état, elle peut très bien rendre service. Donc ce qu'il faut, c'est revendre cette voiture à quelqu'un à qui 200 km c'est suffisant et en racheter une qui a 250 km ou plus d'autonomie. Et ne pas s'amuser à changer une batterie, ce serait hors de prix et puis ça mettrait une batterie au rebut alors qu'elle serait complètement fonctionnelle encore dans le véhicule. Je referme la parenthèse concernant ce point et ça me permet de faire la transition avec la recharge. En fonction des modèles et des véhicules que vous trouverez sur le marché de l'occasion, pour moi, quelque chose de super important, c'est que vous ayez bien les 2 câbles de recharge pour votre voiture. Il faut un câble qui puisse se recharger sur une prise publique de type 2, donc pour vous garer en voirie sur un parking de supermarché ou en centre-ville, pour faire de la recharge lente, entre guillemets. Et il faut le mal nommé câble de recharge occasionnel qui se branche sur une prise 230 volts standard. C'est ce câble qui est super important parce que c'est lui que vous allez utiliser au quotidien finalement. Parce que si vous vivez à un endroit où vous pouvez charger chez vous tous les jours, et ben ce câble en général il sera largement suffisant. Vous n'aurez pas besoin d'installer une borne chez vous et vous ferez quand même quelques centaines voire quelques milliers d'euros d'économie. Là, je vous ai parlé des pièges à éviter en général lorsqu'on cherche une voiture électrique d'occasion. Je vais vous citer 3 véhicules à éviter absolument. Le premier, c'est la Bolloré Blue Car et tous ses dérivés, Blue Summer, Citroën Imeri, toutes les voitures qui sont basées sur la Bolloré, sur les anciennes Autolib parisiennes. Pourquoi éviter cette voiture ? Déjà parce que niveau service après-vente, vous êtes sûr de à peu près rien avoir. Mais surtout parce que ces voitures utilisent une technologie de batterie très très particulière, qui est une batterie qui nécessite d'être chauffée en permanence pour être en pleine capacité de fonctionnement. Et ça va bien lorsqu'on a des voitures Autolib qui tournent régulièrement et qui sont tout le temps branchées lorsqu'elles ne tournent pas, ou alors qu'on a des bus qui tournent toute la journée et qui peuvent être branchés la nuit lorsqu'ils ne tournent pas. Mais quand on a une voiture particulière qui passe la plupart de son temps stationnée, voire pas branchée, ça peut être très très délétère. Donc il ne faut surtout pas acheter ces voitures parce que la batterie n'est tout simplement pas adaptée à un usage particulier. 2 autres voitures qui pour moi sont à éviter absolument, c'est la Mia. On trouve quelques annonces avec des Mia électriques. J'ai rien contre cette petite voiture, mais pareil, au niveau service après-vente, si vous avez des problèmes, vous ne saurez pas trop vers qui vous tourner. Et dernière voiture à éviter selon moi, ce sont tous les quadricycles lourds qui nécessitent le permis de conduire. En tête de cela, le Twizy 80. J'ai rien contre le Renault Twizy, c'est même plutôt une voiture que j'aime beaucoup, mais le prix de cette voiture est finalement pas beaucoup moins élevé que des vraies voitures qui vous permettront de faire de la voie rapide si nécessaire et qui auront 4 places, un vrai coffre, etc. C'est dommage, mais je pense que la proposition de valeur sur le Twizy ou sur d'autres quadricycles un peu plus exotiques ne vaut pas la peine de se poser la question. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on choisit comme voiture électrique ? J'ai 3 propositions à vous faire. Une proposition qui pour moi est le meilleur rapport prix, polyvalence, etc. En ce qui concerne les voitures électriques d'occasion. Quelques propositions si vraiment vous cherchez une voiture électrique avec un budget le plus faible possible. Il existe des choses intéressantes. Et enfin, une dernière proposition pour un budget plus important si jamais vous voulez faire de la route régulièrement avec votre voiture.
Pour moi, la meilleure voiture électrique d'occasion que vous pourrez trouver sur le marché, c'est la Renault Zoé 40 kWh qui est sortie en 2017. La Renault Zoé, c'est une voiture qu'on connaît bien, hein. L'offre est très abondante sur le marché, donc ça c'est déjà un très bon point. Renault est une marque qui est forcément très diffusée en France, donc vous êtes forcément proche d'une concession ou d'un agent si jamais vous avez besoin. Ça encore, c'est un très bon point. Et cette version de 2017 est très intéressante parce qu'elle dispose d'une batterie de 40 kWh, soit quasiment 2 fois la capacité de batterie par rapport aux Zoé qui étaient sorties à l'origine en 2013. Cette Zoé-là, pour moi, elle est super intéressante parce qu'elle va vous permettre de faire toutes les corvées du quotidien sans problème. La batterie de 40 kWh a été homologuée pour 400 km sur le vieux cycle d'homologation. Dans les faits, on serait plutôt équivalent à un 300 km avec le cycle WLTP qu'on connaît aujourd'hui. Et en fonction de la dégradation de la batterie, vous aurez, je sais pas, entre 220 et 280 km d'autonomie en fonction de la saison, de la température, de votre style de conduite, etc. Donc une autonomie qui est pour moi acceptable pour voilà, les corvées et les courses du quotidien. D'autant que la Zoé, ça reste quand même une voiture qui est suffisamment spacieuse, qui a un coffre relativement grand. Et dans cette version de 40 kWh de 2017, vous en trouverez quand même un certain nombre de disponibles à moins de 10 000 euros avec la batterie incluse, entre 8 et 10 000 euros. Moi, j'en ai vu certaines qui étaient autour de 8 000 euros. Donc, je trouve que c'est un prix qui est très intéressant. Moins de 10 000 euros, avoir une voiture aussi polyvalente pour les tâches du quotidien, qui reste confortable. C'est une voiture électrique, donc avec tous les avantages en ce qui concerne le confort de conduite qu'on a cité. C'est une voiture qui est moderne. Sur ces versions-là, si vous avez l'écran, vous pourrez avoir CarPlay ou Android Auto. Donc voilà, c'est une voiture qui est quand même super intéressante. 2 points importants à savoir concernant cette voiture. C'est une voiture qui a été disponible avec 2 moteurs différents. Vous aviez soit un moteur Renault, donc qui est un petit peu plus efficient et avec lequel vous pouvez charger la voiture à 22 kW maximum sur une prise de type 2 standard en voirie. Ou alors, certaines versions qui sont sorties de cette voiture avec un moteur Continental, c'est le Q90. Et ces voitures-là sont disponibles avec une charge en courant alternatif jusqu'à 43 kW. Si jamais vous faites de temps en temps, de manière vraiment très occasionnelle, un petit peu de route, et que vous avez besoin de charger au milieu, et que vous repérez une borne avec ce type de chargeur qui peut monter jusqu'à 43 kW en courant alternatif, ça se trouve généralement sur les bornes tri-standard des stations de recharge. Je pense à Unity par exemple. Sur la station Unity, il y a toujours 1 ou 2 bornes tri-standard qui montent soit à 50 kW en courant continu, soit à 40 kW en courant alternatif avec un câble type 2 attaché. Ça peut être intéressant, mais à mon avis, c'est vraiment un cas d'usage qui est très niche, on va dire. Donc voilà, retenez que ça existe. Je suis pas sûr que ce soit le plus intéressant non plus pour faire de la route. Point important quand même à retenir de cette Zoé 2017 de 40 kWh, c'est qu'elle n'a pas de port de charge combo CCS. Donc vous ne pourrez pas charger en courant continu sur cette voiture. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est une voiture qui est idéale pour toutes les corvées du quotidien. Aller au boulot, aller faire ses courses, faire quelques trajets, on va dire périurbains, ou on va dire dans le même département ou pas trop loin dans la région. C'est très bien pour ça. Ça offre une autonomie assez confortable, jusqu'à 300 km dans les meilleures conditions. Pas une sous-voiture, une possibilité de recharge en courant alternatif qui est intéressante, à 22 ou 43 kW, mais pas une voiture pour faire de longs trajets sur autoroute. Déjà parce que la consommation sera quand même plus importante et aussi parce que vous n'avez pas de charge en courant continu. Alors il sera peut-être tentant pour vous de vous orienter vers une Zoé de 2020, donc une version avec un intérieur revu, un style un petit peu mieux et une batterie de 52 kWh au lieu de 40. Mais franchement, je vous la déconseille. Dans l'état, c'est une voiture qui va pas vous rendre davantage service que la version de 2017. C'est une voiture qui déjà n'a pas de port CCS de série. Vous n'allez pas pouvoir charger en courant continu sauf si vous avez l'option. Et si vous avez l'option, ce sera à 50 kW maximum. Donc la polyvalence à apporter sera pas exceptionnelle. Et le surcoût de ces versions de 2020 est quand même assez sensible. Et autant chercher une bonne affaire sur une version de 2017. Alors, elle sera peut-être moins jolie à l'intérieur, mais à mon avis, vous en aurez davantage pour votre argent. De la même manière, concernant les Zoé qui ont été produites avant 2017, c'est pas des mauvaises voitures en elles-mêmes. Même remarque concernant ces voitures d'ailleurs, concernant le fait que vous pouvez soit les charger en 22 avec un moteur Renault, soit les charger en 43 kW avec un moteur Continental. Le problème de ces voitures, selon moi, c'est que vous avez une batterie qui est 2 fois plus petite, qui va être davantage usée parce que les voitures sont plus anciennes, elles ont plus de kilomètres,
Et les prix, bah, c'est pas 2 fois moins cher. Là, vous êtes entre 8 et 10 000 euros pour une Zoé 40 kWh. Ben, pour une Zoé 22 kWh, vous serez peut-être entre 5 et 7 000 euros. Donc une différence de prix qui existe. Si vous trouvez une super affaire sur ce type de voiture, par exemple à moins de 6 000 euros, pourquoi pas. Mais par défaut, je chercherai une Zoé 40 kWh de 2017. Et si vous voulez être sûr de trouver une version avec la batterie comprise dans le prix, vous pouvez filtrer votre recherche en mettant achat intégral, parce que c'était le nom définition de la Zoé et des autres Renault lorsque la batterie était incluse dans le prix. Donc si vous filtrez votre recherche avec achat intégral, normalement vous trouverez des modèles avec le prix qui prend en compte la batterie. Donc ça pour moi c'est la voiture la plus intéressante sur le marché de l'occasion. Si votre usage correspond à ce qu'elle est capable d'offrir en termes d'autonomie et de capacité de recharge. Je vais maintenant vous parler de quelques voitures qui vont être moins chères et d'une voiture qui va être plus chère et plus polyvalente. Concernant les voitures qui sont moins chères et qui peuvent quand même rendre un certain service, déjà il y a la Zoé 22 kWh avant 2017. Elle n'est pas aussi intéressante que la version 40 kWh, mais ça n'en fait pas non plus une mauvaise voiture. Et si vous avez une bonne affaire à proximité de chez vous concernant cette version et que l'autonomie vous suffit, eh ben pourquoi pas. Sachant que sur ces voitures-là, l'autonomie, ça va être 100-120 km grand maximum quand vous aurez le vent dans le dos. Une voiture qui est pour moi plus intéressante si jamais on veut avoir moins cher, c'est la Nissan Leaf. La Nissan Leaf, donc qui est arrivée sur le marché en 2011-2012 en Europe, elle est proposée avec deux capacités de batterie, 24 ou 30 kWh. Et si vous le pouvez, orientez-vous vers la capacité de 30 kWh. Vous aurez un petit peu plus d'autonomie, un petit peu plus de polyvalence. Et voilà, vous aurez une voiture qui aura quasiment les mêmes prestations que la Zoé en termes de polyvalence, mais avec moins d'autonomie. Là, on sera autour de 150 km, 200 km dans les meilleures conditions avec une 30 kWh. Quand même quelques points à retenir sur cette Nissan Leaf. C'est que vous avez une recharge rapide qui est disponible avec un port CHAdeMO. Il ne faut pas compter dessus à mon avis, mais au cas où vous avez ça. Et par contre, il faut bien retenir que la prise de recharge en courant alternatif sur la voiture, c'est une prise de type 1 et pas une prise de type 2. Donc assurez-vous bien d'avoir le bon câble qui va de cette prise de type 1 côté voiture à la prise de type 2 côté borne. C'est très important. Et ça veut dire que vous ne pourrez pas vous connecter avec un câble attaché type 2 pour vous charger, mais en général sur les bornes tri-standard, vous aurez le câble CHAdeMO que vous pourrez mettre sur la prise CHAdeMO. Une autre voiture pour moi intéressante si jamais vous la trouvez à pas cher et éventuellement chez un professionnel avec une garantie pas loin de chez vous, c'est la Peugeot Ion ou la Citroën C0. C'est pas la plus belle voiture du monde, hein, mais on la trouve à des prix pouvant être très très bas, autour de 5 000 euros. Hein, j'en ai vu à des prix vraiment très très bas. Et pour moi, c'est une voiture qui est tout à fait valable, pour peu qu'on lui en demande pas trop en termes d'autonomie. Hein. C'est une voiture dont l'autonomie va être de 100 km grand maximum avec le vent dans le dos quand il fait beau. Si vous faites des boucles au jour le jour qui sont entre 60 et 100 km, ça peut vous suffire. Et là, vous aurez une voiture qui sera vraiment pas chère, avec pareil le confort de conduite d'une voiture électrique. Et ce qui est intéressant avec cette voiture, c'est que finalement vous n'êtes pas beaucoup plus cher qu'un quadricycle comme le Twizy 80, mais vous avez quand même sensiblement plus de polyvalence avec un vrai coffre, 4 places, la possibilité de rouler sur les voies rapides, etc. Comme la Nissan Leaf, cette voiture n'a pas de prise T2 côté voiture, et donc assurez-vous bien d'avoir le câble qui se branche sur une prise T2 côté borne, et qui était disponible avec un port de recharge rapide CHAdeMO. Et après, vu la taille de la batterie, je pense pas que ce soit quelque chose de super important pour cette voiture. Enfin, qu'est-ce qu'on prend si on veut une voiture pour faire de la route? Alors pour moi, là, il n'y a pas 36 choix, hein, je pense que vous me voyez venir. C'est la Tesla Model 3. La Tesla Model 3, dans les premiers modèles qui sont arrivés, vous aurez souvent pas mal de kilomètres, donc il faudra en tenir compte sur l'état de la voiture. Hein. La carrosserie et l'intérieur, ça va pas être des voitures neuves, mais après, c'est des voitures qui tiennent plutôt bien les kilomètres. Un point important, c'est de s'assurer que la voiture a bien les dernières mises à jour en ce qui concerne le logiciel, parce que c'est ça qui me fait vous recommander cette Model 3, c'est que le logiciel a toujours évolué jusqu'à aujourd'hui sur ces voitures, et de la même manière qu'une Tesla que vous achetez neuve aujourd'hui, vous allez avoir le planificateur d'itinéraire, la connectivité premium disponible si vous le souhaitez avec les radars ou le Spotify intégré, etc. Pour peu que ça vous plaise. La possibilité d'accéder au superchargeur aussi qui est super importante et de pouvoir supercharger avec un prix attractif par rapport aux autres stations de recharge en courant continu sur long trajet. Beaucoup d'avantages pour la Tesla Model 3.
Non pas qu'elle va être la voiture qui aura le plus d'autonomie ou qui chargera le plus vite, mais le planificateur, c'est vraiment un très très gros point qui pour moi me fait vous la recommander. À noter quand même que pour des prix entre 20 et 25 000 euros pour les moins chers, vous trouverez des modèles 3 propulsion donc ou SR+, telles qu'elles étaient appelées à une certaine époque. Mais j'ai été surpris, vous trouverez aussi des modèles 3 grande autonomie ou performance. Alors performance, c'est peut-être pas utile lorsqu'on cherche un véhicule vraiment 100% utilitaire, mais se dire qu'on peut avoir une voiture qui était homologuée pour 560 km d'autonomie WLTP lorsqu'elle est sortie, même si elle n'a plus que 90 ou 85% de son autonomie d'origine, ça reste quand même une super autonomie et une super polyvalence de voiture pour long trajet, avec un logiciel qui est exceptionnel pour un peu plus de 20 000 euros. Voilà, une super offre d'occasion. Un gros avantage de ces voitures-là par rapport aux voitures neuves, c'est ce qu'on s'est dit au début de la vidéo, c'est que le gros de la décote est passé et vous perdrez beaucoup moins d'argent en décote tous les mois, année après année, et kilomètre après kilomètre sur ces voitures d'occasion que par rapport au même modèle neuf. Alors vous aurez remarqué, j'ai mis de côté tout un tas de véhicules électriques qui peuvent exister sur le marché de l'occasion. Pourquoi? Parce que pour moi, tout ce qui se situe entre une Zoé ZE40 de 2017 et une Tesla Model 3 d'il y a quelques années, autour de 20 000 euros, tout ce qu'il y a entre ces deux voitures n'aura jamais la polyvalence de la Tesla en ce qui concerne le planificateur et l'autonomie et le logiciel, et n'aura jamais plus de polyvalence que la Zoé et coûteront sensiblement plus cher. Je ne recommande pas d'autres voitures entre ces catégories de prix, donc entre 10 000 et 20 000 euros. À mon avis, il n'y a rien à acheter sur le marché de l'occasion. Alors bien sûr, s'il y a une voiture qui vous plaît et que vous voulez l'acheter pour ce qu'elle est, faites-vous plaisir. Et là aujourd'hui, je vais vraiment parler de véhicules qui remplissent un maximum de fonctions pour le minimum d'argent. Et vous, est-ce que vous avez acheté votre voiture électrique d'occasion? Si oui, je vous laisse m'expliquer en commentaire ce que vous avez acheté et pourquoi. Est-ce que vous êtes satisfait de votre achat? Si vous n'êtes pas d'accord avec certains de mes choix, je vous laisse me dire aussi pourquoi. Ça peut être intéressant de me dire pourquoi la Zoé 40 par exemple, c'est pas le meilleur choix selon vous. Je suis très intéressé de vous lire. Dites-moi si vous avez acheté une voiture électrique d'occasion un petit peu rare, un petit peu particulière. Il y en a plein que j'aurais pu citer et dont je vais pas parler. Je pense par exemple au Kia Soul EV, à la Smart Fortwo électrique ou des petites excentricités comme ça. Encore merci énormément pour tous les commentaires que vous postez, tous les likes et les abonnements. Ça me fait super plaisir, vous êtes toujours au rendez-vous lorsque je vous demande de réagir aux vidéos. Et franchement, j'adore pouvoir discuter avec vous en commentaire, c'est vraiment super. En attendant de vous lire et de vous retrouver, je vous souhaite une bonne route et je vous dis à bientôt.